Et pour avoir plus de précisions sur la situation dans la bande de Gaza, nous retrouvons en direct depuis Al-Quds notre correspondante Valérie Ferron. Bonsoir Valérie. Bonsoir Nora et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors on sait que les discussions sur une trêve à Gaza se tiennent au Caire et qu'Anthony Blinken a qualifié d'extraordinairement généreuse la proposition israélienne pour une trêve en échange d'une libération d'otages. Que sait-on de cette offre et est-ce que ces négociations vont-elles aboutir cette fois-ci ? Alors difficile de répondre sur les deux points. Offre généreuse. Vous savez, les Américains et les Israéliens ont l'habitude depuis 30 ans, à chaque fois qu'il y a eu des pourparlers dans le cadre d'Oslo et après Oslo, de parler d'offres généreuses faites aux Palestiniens et on s'apercevait ensuite qu'il n'y avait rien de généreux dans ce qui était proposé. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas savoir exactement où on en est. Il n'y a pas de détails de dit. La presse israélienne parle de la proposition côté israélien de libérer 33 Israéliens détenus en échange d'un nombre conséquent de prisonniers palestiniens. Il y aura ensuite une deuxième étape avec la libération de tous les prisonniers israéliens en échange d'une trêve à long terme. Le Hamas, de son côté, a déclaré qu'il n'avait pas 33 civils israéliens, comme le demande Israël, à libérer et qu'il n'avait que 20 personnes entrant dans la catégorie des civils. Rappelons qu'il y a bien sûr encore beaucoup d'Israéliens qui sont détenus, mais qui sont des soldats et des hauts gradés de l'armée. Donc ça, c'est une carte forte pour le Hamas pour plus tard. Le Hamas, en tout cas, lui demande de toute façon un cessez-le-feu immédiat et total et durable avant tout accord, et ne serait-ce que pour une raison très simple aussi, c'est qu'il faut absolument localiser tous les prisonniers israéliens, dont certains sont peut-être encore détenus par d'autres factions, ce qui est impossible sous les bombes, et avoir un cessez-le-feu, c'est bien aussi garantir que les conditions de vie apocalyptique de la population va pouvoir s'améliorer, notamment avec l'entrée inconditionnelle de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il faut voir donc que le Hamas joue à la fois aussi sur deux tableaux. D'abord, une présence forte avec les autres factions sur le terrain. Israël a encore annoncé aujourd'hui la mort de 2 de ses soldats tués hier dans une embuscade. On sait que les combats ont toujours lieu partout dans l'ensemble de la bande de Gaza. L'armée israélienne n'a absolument le contrôle nulle part. Et parallèlement donc à cette puissance donc militaire sur le terrain, le Hamas joue aussi bien sûr les pressions psychologiques en diffusant ces 3 derniers jours plusieurs vidéos de prisonniers israéliens et donc le fait de voir ces prisonniers encore vivants galvanise bien entendu tous les manifestants israéliens. Donc les manifestations, c'est vraiment des manifestations très importantes qui se poursuivent, qui demandent l'arrêt total de tout préparatif pour une éventuelle opération militaire contre Rafah, et que le gouvernement israélien veut toujours mener, du moins en parole, et donc exige un échange de prisonniers, le départ de Benjamin Netanyahou, des élections anticipées. Bref, la colère est immense côté israélien. Par contre, on ne sait pas si ceci peut mener réellement à un accord cette fois-ci, car Benjamin Netanyahou se trouve dans une position extrêmement compliquée et tous les analystes s'accordent pour dire qu'il veut d'abord sauver son siège. Justement, on va se pencher sur Benjamin Netanyahou. Après 7 mois de guerre, le Premier ministre israélien n'a toujours pas pu atteindre ses objectifs tracés au départ du conflit. Et le Premier ministre est en mauvaise posture aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Valérie ? Donc, comme vous venez de le dire, les objectifs, eh bien, c'est un échec total. Le Hamas est toujours là militairement et politiquement. Les prisonniers n'ont pas été libérés. La région nord de la bande de Gaza n'a pas été vidée de sa population, ce qui était aussi un des objectifs. Bref, Israël se retrouve avec sa puissance de feu qu'elle a utilisée très clairement pour dévaster la bande de Gaza et mettre les populations civiles en énorme souffrance, mais sans rien réussir. Pire, Israël se retrouve maintenant face à des accusations de génocide dans la bande de Gaza, que ce soit auprès de la Cour internationale de justice qui parle de risque de génocide aggravé, alors que des rapporteurs des Nations Unies
ont, eux, clairement dit ces derniers mois qu'on était maintenant passé à la situation de génocide. Benjamin Netanyahou risque aussi, avec d'autres responsables militaires et politiques israéliens, de se retrouver peut-être avec un mandat d'arrêt de la part cette fois-ci de la Cour pénale internationale. Et alors ça, c'est considéré dans la presse israélienne comme un séisme à venir s'il s'avérait que ces mandats sont bien annoncés. Et par-dessus tout ça, il y a la crise interne. Pourquoi? Parce que vous avez des ministres comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich qui, eux, menacent maintenant de quitter le gouvernement si l'opération militaire n'a pas lieu à Rafah, alors que on sait que la communauté internationale y est totalement opposée de plus en plus, et notamment les États-Unis, le principal allié d'Israël. Et tout ceci est bien sur fond, bien sûr, de manifestations à l'international, de boycott à l'international dans tous les secteurs, qui est en train de frapper de plein fouet au niveau politique, juridique, économique, culturel, l'État d'Israël. Donc, il est vraiment dans une position de plus en plus difficile et la crise en Israël est vraiment très, très sérieuse à tous les niveaux. Merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Al-Quds.